une journée du sommeil et donc nous réalisons une après-midi d'animation avec des conférences et les résultats d'une enquête qui est réalisée par l'Institut national Sommeil Vigilance. Et donc, sans attendre, je vais passer tout de suite la parole à Patricia Franco, donc, qui est la responsable de la médecine du sommeil pédiatrique. Donc, Patricia, je te donne la parole. Ne renverse pas sur les... là, parce que ça va faire des courges. C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Bon. Bien. Eh bien, je vous remercie d'assister à cette journée qui est quand même extrêmement importante. Voilà, je crois qu'il y a un problème de lumière. On commence déjà. Et moi, je vais donc vous parler de l'influence des écrans sur le sommeil des enfants et des adolescents. Alors, il faut commencer par le commencement, c'est savoir quelles sont les durées de sommeil qui sont recommandées pour l'enfant. Et comme vous le savez, le temps de sommeil diminue avec la maturation. Lorsqu'on est nouveau-né, on dort 14 à 17 heures. Et puis, au fur et à mesure de la croissance, eh bien, ce temps de sommeil va diminuer. Ainsi, un enfant de 3 à 5 ans doit dormir entre 10 et 13 heures, sieste y comprise, 6-12 ans, 9-11 heures, et 12-18 ans, entre 8 et 10 heures, normalement 9 heures. Alors, comment se fait cette perte d'heures de sommeil? Eh bien, comme vous voyez sur cette diapositive, j'espère que je m'en sors, vous voyez que le petit, il commence par perdre ses siestes. Donc ça, c'est une journée de 24 heures. Vous avez la période nocturne ici, et ici, vous avez la journée. Et donc, par exemple, un enfant de 6 mois, eh bien, il a 3 siestes. Il en a 2, une le matin et 2 l'après-midi. Et au fur et à mesure de sa croissance, eh bien, il va perdre d'abord la sieste de la fin d'après-midi, et puis après, celle du matin. Et puis vers 2 ans, il n'y aura plus que cette sieste de début d'après-midi, qui doit durer plus ou moins 2 heures. Et puis, tout doucement, avant d'arriver en primaire, il va perdre cette sieste. Et donc, on a une diminution du temps de sommeil avant 6 ans qui est due à la perte de la sieste. Et ensuite, on a une diminution du temps de sommeil parce que l'enfant va coucher de plus en plus tard. Alors c'est vrai que ce qu'on voit, vous voyez ici, en fonction de l'âge, eh bien l'enfant va coucher de plus en plus tard pendant les jours de semaine scolaire ainsi que pendant les week-ends. Vous voyez que là, vous avez entre 9 heures du soir et minuit, et vous voyez que l'enfant va aller coucher de plus en plus tard avec sa maturation. Alors, bien, il va coucher de plus en plus tard, mais malheureusement pour lui, surtout lorsqu'il passe du collège au lycée, il va devoir se lever de plus en plus tôt. Surtout donc les jours scolaires. Les jours de week-end, il récupère. Donc, on se retrouve finalement avec cette constatation, c'est que nos adolescents ont de plus en plus une diminution du temps de sommeil qui est due essentiellement par une perte de temps de sommeil pendant les jours scolaires. Regardez ici, c'est une étude faite par un de nos collègues à Paris. C'était donc sur un nombre important d'adolescents en France. Et vous voyez qu'entre 11 ans et 15 ans, eh bien, vous avez une diminution du temps de sommeil les jours scolaires. On passe de 9h26 à 7h55 à 15 ans. Et quand ils sont par contre le week-end, chez eux, vous voyez que la perte est beaucoup moins sensible. Ils dorment autour de 10 heures. Donc on a une accumulation de la dette de sommeil. Et donc lorsqu'on a une différence entre les jours scolaires et les jours non scolaires de plus de 2 heures, eh bien, vous avez donc cette dette qui augmente au fur et à mesure. Et à 15 ans, vous avez 40% de nos adolescents qui sont en dette de sommeil. Alors, ce n'est pas une bonne chose, évidemment, de récupérer le week-end, pour plein de raisons. Première raison, c'est que lorsqu'on perd 1 à 2 heures de sommeil tous les jours scolaires, on ne peut pas récupérer le week-end, toutes ces dettes de sommeil en un. Deuxièmement, si on va coucher tard les jours
les jours non scolaires, eh bien, vous allez dérégler tous vos rythmes, et M. Confier vous en parlera. Nous avons toutes différentes hormones pendant le sommeil, et ces hormones vont être décalées. Enfin, au bout du compte, un adolescent qui se lève à midi, le dimanche, vous le mettez au lit à 21h, 22h le soir, le dimanche soir, eh bien, il n'a pas envie de dormir. Son corps n'est pas prêt à dormir. Et donc, il se retourne, il a du mal à s'endormir. Il arrive le lundi matin, déjà fatigué parce qu'il a mal dormi. Alors, il se traîne toute la journée en classe, il est somnolent, puis il va peut-être boire du coca, du café ou fumer. Puis quand il arrive à 17h, il aura peut-être envie de faire une petite sieste. Et puis au bout du compte, le lundi soir, eh bien, il est 22h, il a toujours pas envie de dormir. Parce qu'il s'est stimulé pendant toute la journée, parce qu'il a compensé son manque de sommeil par une sieste tardive. Et au bout du compte, vous allez induire chez ces adolescents qui se décalent, eh bien, une insomnie, des difficultés d'endormissement ou une mauvaise qualité de sommeil. Donc, constatation, c'était une étude de 2005 en France sur 500 adolescents de 15 à 19 ans. Eh bien, 55% de nos adolescents sont somnolents la journée au moins une fois par semaine. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? 1 sur 10 prend des médicaments pour se maintenir éveillé ou pour dormir. Alors ça, c'est l'adolescent. Vous dites, bon, c'est surtout eux et les enfants. Les enfants, c'est pareil. Regardez un petit peu ce qui se passe avec l'évolution de notre société. C'était donc 2 cohortes d'enfants qui ont été suivis à 2 moments différents, dans les années 70 puis dans les années proches des années 90. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que on a, en fonction, vous voyez, de cette suivi longitudinal, eh bien une perte du temps de sommeil. Et c'est donc une perte de temps de sommeil qui a eu lieu essentiellement parce que ces enfants vont coucher de plus en plus tard. Et alors ça ne touche pas uniquement les adolescents. Regardez ici, vous avez un enfant de 6 mois. Eh bien, dans les années 70, eh bien, ils étaient mis au lit vers 7 h du soir. Et dans les années 90, ils sont mis au lit vers 20 h. Donc, 1 heure en moins de sommeil déjà à 6 mois. Et vous voyez que ça se répercute sur tous les âges. Donc la société, telle qu'elle est maintenant, eh bien, elle va vers une réduction du temps de sommeil déjà chez les plus jeunes. Alors il y en a qui se sont amusés, qui ont regardé un petit peu le temps de sommeil sur un siècle. Est-ce qu'on a perdu du temps de sommeil? Ils ont fait une grosse analyse avec beaucoup d'articles et ils ont dit, ben oui, en effet, sur 100 ans, eh bien, l'enfant a perdu 77 minutes de sommeil. Alors ça fait 0,75 minutes par an. Alors vous me dites, est-ce que ça a un impact? Alors qui perd ce temps de sommeil? Essentiellement les adolescents, les garçons, surtout les jours scolaires. Et il y a des pays où il y a un peu plus de protection. On a vu qu'en Angleterre et en Australie, il y avait des éléments où finalement on a perdu moins de sommeil que dans les autres pays. Et puis il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes qui ont été favorables vers cette perte de sommeil. Alors c'est dû à quoi? C'est à notre société. Il y a l'électricité, l'Internet, etc. Plus peut-être de travail scolaire, puis l'attitude parentale, la modification de la société fait que finalement ces enfants perdent du temps de sommeil. Alors est-ce que ça a une conséquence? C'est une grosse conséquence. Conséquence surtout au niveau cognitif. On le voit, ces enfants ont plus de difficultés au niveau attentionnel, de concentration, de mémorisation. Ça a des répercussions sur le résultat scolaire. Puis lorsque, vous le savez, on dort mal, on dort peu, le lendemain on a beaucoup plus de mauvaise humeur. Donc on a beaucoup plus d'attitudes négatives, de difficultés de comportement par rapport aux professeurs, par rapport à leurs collègues de classe. Beaucoup plus de risques de dépression, d'abus de stimulants ou de sédatifs pour dormir. Et puis, lorsqu'on est en privation de sommeil, on est moins bon aussi au niveau des performances sportives ou simplement pour les temps de réaction. Donc, les risques d'accident sont plus grands. Donc, grosse conséquence au niveau neuropsychologique, ça c'est en 1, donc pour nous, les enfants, pour la pédiatrie. Et le deuxième point, c'est les conséquences sur le métabolisme.
Et là, il y a maintenant, vraiment depuis plus d'une dizaine d'années, de nombreuses études. C'est Madame Lecard ici qui avait la première montré qu'il y avait une relation entre la diminution de temps de sommeil et la prise de poids. Depuis lors, toutes les études vont dans le même sens. Et donc, les enfants qui dorment peu ont 58% de risque de surpoids ou d'obésité. Et ceux qui dorment encore moins ont encore plus de risques. Et chaque heure de sommeil supplémentaire, le risque est réduit de 9%. Donc maintenant, on a des études qui essayent d'étendre le temps de sommeil pour justement contrer cette prise de poids. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on dort peu, on a plus de temps, plus d'opportunités de manger et de prendre des calories. On est beaucoup plus fatigué, donc on a moins envie de faire des activités physiques. Et d'autre part, et c'est une chercheuse qui travaille ici, dans cette université, a montré que toutes les hormones qui règlent votre appétit, votre satiété, eh bien, elles sont perturbées lorsqu'on est en privation de sommeil. Et donc, on a beaucoup plus envie de manger, 30% plus d'appétit lorsqu'on est en privation de sommeil, et pas de l'appétit pour manger de la salade ou des fruits, essentiellement pour manger ce qu'on ne peut pas, ce qui est sucré ou salé. Et donc, le lien avec cette journée, c'est que nos enfants et nos ados sont de plus en plus branchés. Si avant, ils passaient plus de temps à jouer, à dessiner, maintenant, ils sont connectés. Et depuis longtemps, maintenant, vous voyez, les premières études 81, puis il y en a, vous voyez, sans cesse, même une revue ici avec tous les articles sur le sujet, montre qu'il y a une relation entre la durée d'exposition aux technologies, surtout lorsque ces technologies sont dans la chambre avant le coucher, et une diminution de l'heure de coucher, une augmentation de l'heure de coucher. Donc plus vous êtes stimulé, plus vous allez coucher tard, et donc vous dormez moins, vous avez une moins bonne qualité de sommeil, et vous êtes fatigué la journée. Alors M. Gronfier vous expliquera un petit peu les mécanismes. Comment, lorsqu'on est devant un ordinateur, on est plus stimulé au niveau de l'éveil. On peut aussi avoir des modifications de l'humeur, de l'hyperactivité. Et aussi, lorsqu'on est comme ça, passif, eh bien, on est plus sédentaire. Donc, avec une plus grosse tendance à consommer des aliments et à prendre du poids. Sans compter, il vous en parlera, l'effet de tous ces écrans sur les mécanismes qui vont induire le sommeil chez l'enfant et chez l'homme en général. Alors, la télévision, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que nos enfants sont souvent soumis aux écrans? Eh bien oui, vous voyez, chez les moins de 3 ans, dans cette ancienne étude, on voyait déjà qu'un enfant de 2 ans était soumis à la télévision pendant 2,3 heures par jour. Et donc c'est déjà beaucoup à cet âge-là. Et puis, puisqu'ils sont devant la télévision, on contrôle un petit peu moins bien leur rythme, ils risquent de s'endormir devant, et donc tout est irrégulier dans les siestes, l'heure de coucher. Donc ça, c'est déjà donc le tout petit. Et puis, une étude récente que nous avons menée ici, sur 300 nouveau-nés, que nous avons suivis jusqu'à l'âge de 3 ans, eh bien, on s'est rendu compte que si vous exposez ces petits à plus de 1 heure par jour de télévision à l'âge de 2 ans, eh bien, vous avez votre quotient intellectuel qui diminue à 3 ans, vous voyez, et c'est vraiment en relation avec le nombre d'heures passées devant la télévision. Donc vraiment, l'impact est extrêmement important. Alors, donc la télévision, mais il n'y a pas que la télévision dans les chambres des enfants. On peut retrouver, comme vous voyez ici, les ordinateurs, 38%, les téléphones, fixes ou portables, 33%. Et lorsqu'on regarde un petit peu, c'est une étude un petit peu ancienne, 2011, on avait posé donc la question, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de vos enfants? Eh bien, vous voyez que sur ces 403 enfants, il y a tous les niveaux. Vous avez 25% de ce groupe ce sont des enfants de maternelle. Donc, finalement, nos enfants sont largement équipés dans leur chambre avec ces nouvelles technologies.
Alors on a de plus en plus l'Internet à la maison. Vous regardez ici, c'est la France. Par rapport à l'Europe, eh bien la France est une des mieux équipées en moyenne avec l'Internet à domicile. Et lorsqu'on voit un petit peu ce qui se passe sur 10 ans, entre 1999 et 2009, vous voyez un petit peu l'exposition aux écrans en fonction du type d'écran, télévision, ordinateur, jeux vidéo. Eh bien, vous voyez que nos enfants, c'est dans cette étude, étaient exposés, donc, c'était entre 8 et 18 ans, de plus en plus à la télévision, 4 heures par jour, l'ordinateur, ici c'était 1h30, puis vous avez 1h13 pour les jeux informatiques, et donc, en tout, un enfant est exposé presque 10 heures par jour à ce type d'écran. Alors, en plus, il y en a plein qui font tout en même temps. C'est pour ceux qui ont des ados à la maison, bien souvent, ils ont et la musique, et l'ordinateur, et le téléphone, tout en même temps. Et donc, ça vous fait là, quand on est exposé à plusieurs facteurs en même temps, 7 heures d'exposition. Alors évidemment, tous les groupes d'âge ne sont peut-être pas soumis de la même manière. Lorsqu'on est petit, qu'on a 10 ans, c'est plutôt la télévision. Puis, au fur et à mesure que de la croissance, vous voyez que c'est plutôt l'ordinateur qui prend le dessus. Alors, Internet dans la chambre, évolution depuis 10 ans, comme vous pouvez le voir, toujours dans la même étude, eh bien, on a une évolution, on a de plus en plus accès à l'Internet, à la maison et dans la chambre, à coucher, de nos enfants. Alors ça c'est, comme vous pouvez le voir, avant on regardait pas mal, les adolescents regardaient plutôt la télévision, et maintenant ils regardent les films sur leur ordinateur. Et donc, au lieu de regarder, vous voyez, le nombre d'individus qui regardent la télévision par Internet, maintenant, augmente d'une manière exponentielle, surtout dans les groupes d'adolescents. Et puis, on a tout le reste. Il n'y a pas que la télévision ou l'ordinateur. Vous avez tous les téléphones portables, les lecteurs MP3. Et donc, tous ces différents écrans ont explosé depuis ces dizaines d'années. Alors en plus, non seulement ils ont tous ces écrans, qu'ils ont maintenant dans leur chambre, mais ils les utilisent alors qu'on pense qu'ils dorment. Donc déjà, lumière éteinte, ils laissent allumer leur portable. Et puis, non seulement, et vous verrez dans l'étude de cette année, eh bien c'est fréquent même chez l'adulte. Ils laissent leur portable en veille, et puis s'il y a un message, eh bien ils répondent encore. Et donc, ça dérange, évidemment, la qualité du sommeil. Alors, l'addiction à l'Internet, c'est quelque chose qui varie en fonction des pays. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'empêcher d'être sur Internet pendant la journée ou pendant la nuit. Et vous voyez que ça touche essentiellement les adolescents. Alors, peut-être que dans certaines régions du monde, un peu plus qu'ailleurs, mais comme vous le voyez, ça atteint de plus en plus de nos enfants et adolescents. Alors, qu'est-ce que font les parents là-dedans? Les parents, ils pensent quand même que Internet, ça peut être quand même un problème pour leurs enfants et conduire à un risque d'addiction. 64% aimeraient quand même avoir plus de contrôle sur l'usage que font leurs enfants sur leur smartphone. Et 41% trouvent que les enfants consomment trop de temps à l'utilisation de leur smartphone. Ça, c'est bien. Sauf que, finalement, ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes, ces parents, puisqu'ils acceptent quand même à 53% que les enfants emmènent leur smartphone dans leur chambre ainsi le soir. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise beaucoup l'Internet et on a une addiction? Eh bien, ça a une répercussion sur la santé. Ici, dans cette étude qui est quand même sur 2300 adolescents, on voit que ceux qui sont le plus en addiction à l'Internet sont plutôt des garçons, qu'ils ont plutôt tendance à boire plus, fument pas spécialement plus,
mais qu'ils se sentent finalement, au niveau scolaire, vous voyez qu'il n'y avait pas de grosse différence au niveau de l'étude, mais que finalement, ils sentent quand même qu'ils ne sont, vous voyez, pas en bonne santé. Ils ont quand même l'impression, en tout cas, qu'il y a une répercussion sur leur santé. Alors après, vous allez me dire qui? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent pas vraiment bien dans leur peau, qu'ils sont plus sur Internet, c'est une manière un peu de fuir la réalité? Ça, on ne sait pas. C'est toujours un petit peu difficile à déterminer dans ce type d'études. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus on est devant l'ordinateur, et plus le risque de somnolence, dans cette échelle, augmente. Et donc, en fait, plus on utilise l'Internet, eh bien, on a finalement une augmentation du risque d'être dépressif, d'avoir des idées suicidaires, de prendre du poids et d'avoir une bonne santé. Alors là, je pense que M. Gonfier va vous en parler, en disant que finalement, tous ces écrans, non seulement ils ont un effet sur la stimulation de votre cerveau, puis sur les autres conditions, c'est d'être sédentaire, etc., de prendre plus d'alimentation que l'on ne peut pas normalement, et prendre du poids, mais il y a aussi tout l'effet sur les mécanismes de sommeil, et donc le blocage de certaines hormones qui vous permettent de dormir. Et donc ça, c'est avec les nouveaux écrans qu'on a sur nos ordinateurs actuellement ou sur notre télévision. Et là, vous allez avoir toute une session sur le sujet. Alors, il y a Facebook, et vous savez que les réseaux sociaux touchent les plus en plus jeunes et les plus en plus vieux. Lorsqu'on regarde de 2009 à 2013, vous voyez ici de 0 à 11 ans, 12 à 18, 18 à 24, vous voyez qu'en fait l'utilisation de Facebook se propage chez nos plus jeunes enfants. Déjà, avant 11 ans, il y en a 11% qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, vous me dites, bon, c'était aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe chez nous, en France? Eh bien, c'était une étude 2012 sur 4000 collégiens à Dijon. Eh bien, vous voyez que 65% avaient déjà un compte Facebook. 68% l'ont ouvert à moins de 13 ans, lorsqu'ils avaient moins de 13 ans. Et 15%, ils passent plus de 14 heures par semaine. Certains, un quart, passent de 1 à 3 heures par semaine. Et il y en a 28% qui se déclarent accros à Facebook. Alors que lorsqu'on regarde un peu la littérature, on voit qu'il y a de plus en plus d'articles sur le sujet. Alors ils essayent de voir un petit peu s'il y a des différences entre la télévision, les smartphones. Est-ce qu'on peut dire tel type d'écran a plus de répercussions sur telle et telle chose? Donc certains, vous voyez, ont regardé un petit peu le fait de décaler la face, aller coucher tard, se lever tard, le week-end. Alors déjà, dans cette étude, ils disent que 70% des adolescents ont au moins 2 technologies nouvelles dans leur chambre. Et lorsque, normalement, la lumière est fermée, éteinte, eh bien, vous voyez qu'il y en a encore qui ont 45% leur smartphone ouvert et 38% leur ordinateur. 23% seulement la télévision. Celui qui perturbe apparemment le plus la qualité du sommeil et qui conduit le plus au décalage de phase, c'est l'ordinateur par rapport au smartphone, en tout cas dans cette étude. Alors ils ont regardé au niveau de la qualité et la quantité du sommeil, est-ce qu'il y a une différence entre la télévision et les smartphones? Eh bien finalement on perd 20 minutes de sommeil, ils vont coucher plus tard dans les 2 situations, mais là, pour le coup, ils disent que la moins bonne qualité de sommeil, elle est plus liée au smartphone qu'à la télévision. Alors, mauvaise qualité de sommeil avec les technologies, mais aussi cauchemar plus fréquent, en fonction évidemment du contenu. Ça peut être les films, mais aussi les jeux informatiques. Mauvaise alimentation, là c'est une étude assez intéressante qui montre que finalement, plus on consomme ce genre de technologie, moins on mange équilibré. Et si vous diminuez le temps passé devant les écrans, eh bien vous mangez plus de fruits, plus de légumes. Et puis, il y a la mauvaise performance scolaire. Ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a des médias qui sont peut-être plus à risque de conduire à des mauvaises performances scolaires. Et finalement, dans cette étude, ça reste pareil. C'est mauvais au niveau de la scolarité, aussi bien lorsqu'on regarde à l'ordinateur
que ce soit des jeux où on est plus actif ou lorsqu'on est passif, ou sur le téléphone, ou la télévision. Alors, tout n'est pas négatif avec Internet. On peut se dire que là, je vous ai donné un petit peu tout ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que Internet, bien, on ne peut pas s'en passer maintenant. On en a besoin parce que lorsqu'on cherche une information pour préparer certains de leurs devoirs, eh bien, ils ont des ressources. Et donc, il faut toujours vivre avec son époque. Donc, il faut réguler. C'est ça le grand message. Et donc, ça, c'est une première chose. Et deuxième, maintenant, toutes les nouvelles technologies, Madame Laure-Peter vous en parlera, eh bien, elles peuvent nous aider aussi. Peut-être pour le dépistage de syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, chez l'enfant, il y a une étude dans ce sens-là. Donc, ça nous permettra peut-être de pouvoir utiliser ces technologies à bon escient. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, il y a certaines écoles aux États-Unis où on a proscrit complètement l'Internet et toutes ces technologies nouvelles. OK. On pourrait aussi se dire qu'on va proposer des règles. Il faut que les parents puissent dire, après le repas du soir, en tout cas, après une certaine heure, 21h, eh bien, on ne regarde plus aucune de ces nouvelles technologies. Et comment c'est pris par les adolescents? Eh bien, en général, le fait que les parents mettent des limites et des règles, eh bien, ils ont l'impression finalement que les parents sont plus investis dans leur rôle de parents et dans l'éducation, et donc c'est plutôt positif. Donc, ce qu'il faut dans les règles, vous verrez que toute la journée on est dans le même message, c'est donc réguler la consommation de ces nouvelles technologies. Et donc, il y a plein d'outils, vous pouvez voir ici des outils développés par Prosom. Il y a aussi même des DVD pour expliquer tout ça. Et puis, vous voyez ici, on a une journée spéciale en juin. On va travailler avec les écoles pour essayer que dès l'école, on leur apprend c'est quoi une bonne hygiène de sommeil, comment bien utiliser toutes ces nouvelles technologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y. Je voulais juste ajouter, on en avait parlé l'année dernière au mois de mai, je crois, à l'atelier narcolepsie hypertonie qui avait eu à Lyon. Et c'est vrai que pour ajouter un des effets positifs entre guillemets de ces écrans, c'est que pour tous les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage de type visio-spatial, par exemple comme de la dyspraxie, on voit qu'il y a une compensation qui se fait quand même grâce à l'apprentissage de ces jeux-là. Je constate en travaillant avec mes enfants au collège, ils ont compensé pendant très très longtemps et acquis un système visuospatial compensé par les jeux vidéo en 3D par exemple. Oui, je pense qu'au niveau des apprentissages, et puis ça peut être un outil qui est utile. Je pense que vraiment c'est un accès finalement à des connaissances pour certains, pour faire leurs devoirs, ça leur permet quand même d'acquérir une certaine autonomie sous le contrôle parental. Il y a des techniques qui nous permettent aussi de les utiliser dans des enfants avec des difficultés scolaires. Ça permet aussi, par exemple, de faire des groupes. Ça empêche peut-être de faire des kilomètres pour faire des groupes de discussion. Donc, quelque part, ça doit être utilisé à bon escient, avec un contrôle. Ça, c'est certain. Mais à partir d'une certaine heure, le soir, ça doit être banni. Banni complètement, et surtout des chambres, il est clair que là, ça doit être une règle. Ça doit être le message que vous devez emporter chez vous aujourd'hui.